Bienvenue dans cette vidéo où on va tout apprendre sur ce qu'on appelle les modèles de langage. C'est un sujet fascinant qui se trouve au cœur des avancées en intelligence artificielle. Ces modèles, connus sous le nom de Large Language Models ou LLM, changent déjà notre façon d'interagir avec la technologie. Mais avant de plonger dans les détails, posons-nous une question simple. Qu'est-ce qu'un modèle de langage ? En résumé, c'est un outil conçu pour comprendre et générer du texte. Il peut répondre à des questions, écrire des histoires, aider à rédiger des emails, traduire des langues. Bref, il fait des choses impressionnantes et parfois on pourrait croire qu'il pense comme un humain. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'il fait, c'est prédire les mots en s'appuyant sur des règles qu'il a apprises à partir de quantités énormes de texte. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ces modèles fonctionnent, comment ils sont entraînés, pourquoi ils sont si impressionnants, mais aussi leurs limites. À chaque étape, je donnerai des exemples concrets pour que tu comprennes tout en profondeur, sans raccourci. Commençons tout de suite. Qu'est-ce qu'un LLM ? Un modèle de langage, c'est un programme informatique qui traite le langage humain. Mais ici, ce qui nous intéresse, ce sont les grands modèles de langage, ceux qu'on qualifie de larges. Le mot large fait référence à deux choses importantes. D'abord, la taille du modèle lui-même. Imagine un programme doté de milliards, voire de trillions, de paramètres. Ces paramètres, ce sont des ajustements internes, comme des petits boutons que l'on règle pour que le modèle apprenne à choisir les mots les plus appropriés. Plus il y a de paramètres, plus le modèle peut capturer des nuances complexes dans le langage. Ensuite, il y a la quantité de données utilisées pour entraîner ces modèles. Ici, on parle de volumes gigantesques, des milliards de phrases extraites de livres, d'articles, de forums en ligne, de scripts de films. L'idée, c'est de donner au modèle une base de connaissances suffisamment large pour qu'il puisse reconnaître et produire du texte dans différents contextes. Un exemple pour illustrer, imagine que tu demandes à un modèle de répondre à une question comme « Pourquoi le ciel est-il bleu ?» Le modèle, grâce aux données sur lesquelles il a été entraîné, va chercher une explication claire et cohérente. Il pourrait te répondre que le ciel est bleu à cause d'un phénomène appelé diffusion de Rayleigh, où la lumière du soleil est dispersée par les molécules de l'atmosphère. Il sait cela parce qu'il a lu des millions de textes scientifiques. 2. Les tokens, une pièce essentielle du puzzle. Pour comprendre comment un LLM fonctionne, il faut parler des tokens. C'est un concept central. Les tokens, ce sont des petites unités de texte. Cela peut être un mot entier, une partie de mot, un caractère ou même un symbole. Mais pourquoi découper le texte en tokens au lieu de simplement utiliser des phrases entières, comme nous le faisons naturellement? La réponse est simple. Un ordinateur ne comprend pas les phrases comme nous. Il lui faut découper le texte en morceaux qu'il peut analyser plus facilement. Imagine une phrase comme « le chat dort ». Selon la méthode utilisée, cette phrase peut être décomposée en 3 tokens, le, chat et dort. Mais un modèle peut aussi découper en caractères individuels, L, E, C, A, T, etc. Pourquoi cette découpe en tokens est-elle utile? D'abord parce que ça permet au modèle de gérer des langues où les mots ne sont pas toujours séparés par des espaces, comme le chinois. Ensuite, ça rend le modèle plus flexible. Il peut comprendre des variations dans les textes, comme des fautes d'orthographe ou des mots très longs. Prenons un exemple pratique. Si tu demandes à un modèle de compléter la phrase « le chien court dans le », il va analyser les tokens qu'il a déjà vus et utiliser les probabilités pour choisir le mot suivant. Jardin pourrait avoir une probabilité de 70%, parc 20% et forêt 10%. Grâce au token, le modèle peut faire ce choix de manière précise en s'appuyant sur le contexte. Et c'est là que ça devient intéressant. Les tokens permettent au modèle d'identifier des schémas complexes, comme des relations entre des mots éloignés dans une phrase. Par exemple, si tu dis « le médecin a soigné le patient avec », le modèle peut comprendre, grâce au token,
qu'un médicament est une réponse logique. Mais si tu ajoutes un scalpel, il reconnaît que tu parles d'une intervention chirurgicale. Tout ça, c'est possible grâce à la manière dont il analyse et connecte les tokens entre eux. 3. Comment les modèles de langage fonctionnent-ils? Pour comprendre comment un modèle de langage produit une réponse, imagine qu'il joue à un jeu de devinette. Son objectif principal est de prédire le mot suivant dans une phrase, en s'appuyant sur ce qu'il a déjà vu. Mais contrairement à un humain, il ne réfléchit pas en termes de logique ou de sens, il se base sur des probabilités. Prenons un exemple simple. Si tu dis « je vais acheter du », plusieurs options sont possibles pour compléter cette phrase. Pain, fromage, papier. Comment le modèle choisit-il? En attribuant une probabilité à chaque mot possible. Ces probabilités dépendent des schémas qu'il a appris pendant son entraînement. Dans ce cas, pain pourrait avoir une probabilité de 60%, fromage 30% et papier 5%. Le modèle choisira généralement le mot avec la probabilité la plus élevée, mais il peut parfois privilégier des mots moins probables, surtout si on ajuste un paramètre qu'on appelle la température. On en parlera plus tard. Ce système de probabilité est ce qui rend les modèles si efficaces. Ils ne devinent pas au hasard. Ils analysent les mots précédents pour déterminer la suite la plus logique. La clé pour des réponses pertinentes, c'est le contexte. Les modèles, comme les LLM, ne se contentent pas de regarder le dernier mot. Ils analysent de toute la phrase, parfois même plusieurs phrases, avant. C'est ce qu'on appelle la prise en compte du contexte. Ce contexte leur permet de produire des réponses qui ne sont pas seulement grammaticalement correctes, mais aussi cohérentes. Un exemple pour illustrer. Si tu dis « Marie adore cuisiner », elle prépare souvent. Le modèle complétera peut-être par « des gâteaux ». Pourquoi? Parce qu'il a analysé que « prépare souvent » suit bien le verbe « cuisiner ». Maintenant, si tu dis « Marie travaille dans un garage, elle répare souvent », le modèle proposera probablement des voitures. Ici, le mot « garage » change complètement le contexte, et donc la prédiction. Cette capacité à analyser le contexte est ce qui distingue les LLM des outils plus simples. Elle leur permet de produire des réponses adaptées, même face à des situations complexes. Revenons aux tokens pour comprendre leur rôle dans la prédiction. Disons que tu donnes au modèle cette phrase incomplète. Le soleil se lève à l'ELA. Le modèle découpe cette phrase en tokens comme le soleil se lève à L. Chaque token est traité séparément. Ensuite, il examine les possibilités pour le token suivant. Par exemple, horizon, probabilité de 80% aube, probabilité de 15% estomac, probabilité de 0,001%. Ici, le modèle choisira horizon, car c'est le mot le plus probable. Mais il pourrait aussi choisir aube, si les paramètres sont ajustés pour introduire un peu de variété. C'est grâce à cette analyse fine des tokens que les LLM génèrent du texte fluide et naturel. Un autre point fort des LLM, c'est leur capacité à tenir compte de plusieurs éléments de contexte en même temps. Cela leur permet de comprendre des relations complexes dans une phrase. Par exemple, si tu dis « Quand le médecin est arrivé, il a soigné le patient avec un scalpel », le modèle comprend que « il » fait référence au médecin et que « scalpel » indique une intervention chirurgicale. Cette capacité, appelée self-attention, est au cœur des architectures modernes comme les Transformers. On y reviendra dans la partie technique. 4. L'entraînement des LLM. Comment apprennent-ils? Pour qu'un modèle devienne aussi performant, il doit passer par deux grandes étapes d'entraînement, la préformation et l'affinage, le fine-tuning. Étape 1, la préformation. La préformation, c'est un peu comme l'apprentissage de base. Le modèle est exposé à une quantité énorme de textes provenant de livres, d'articles, de pages web. L'objectif, c'est qu'il apprenne les règles fondamentales du langage, la grammaire, la syntaxe et les associations fréquentes entre les mots.
Par exemple, si le modèle voit souvent la phrase « Le chat dort sur le canapé », il apprend que les mots « chat »,« dort » et « canapé » sont souvent associés. Mais attention, à ce stade, le modèle ne comprend pas vraiment ce qu'est un chat ou un canapé. Il se contente d'apprendre des patterns, c'est-à-dire des schémas récurrents dans les données. Un chiffre pour te donner une idée de l'échelle. Certains modèles sont entraînés sur des trillions de tokens. Pour mettre ça en perspective, c'est comme lire l'équivalent de 16 millions de livres. Étape 2. L'affinage. Une fois la préformation terminée, le modèle passe à l'affinage. Ici, il est entraîné sur des données spécifiques pour des tâches précises. Par exemple, un modèle utilisé dans le domaine médical sera affiné avec des articles scientifiques et des études cliniques. L'affinage permet d'adapter le modèle à des contextes particuliers. Prenons un exemple concret. Avant affinage, si tu demandes « Qu'est-ce que la grippe ?», le modèle pourrait répondre « Une maladie courante causée par un virus ». Après affinage, il pourrait dire « La grippe est causée par les virus influenza A ou B. Elle se manifeste par de la fièvre, des douleurs musculaires et des frissons. » Cette précision est possible grâce à des données d'entraînement ciblées qui permettent au modèle de devenir expert dans un domaine. 5. Les architectures des modèles de langage. Comment fonctionnent-ils vraiment ? Quand on parle des architectures d'un modèle de langage, on parle de sa structure interne, des mécanismes qui permettent à une machine de comprendre, d'analyser et de générer du texte. Et aujourd'hui, le standard qui domine le domaine, c'est le transformer. Mais pour arriver à cette révolution, il y a eu des étapes importantes. À la base de tout modèle de langage, il y a les réseaux de neurones artificiels. Ces réseaux s'inspirent vaguement du cerveau humain. Ici, chaque neurone est une unité de calcul qui reçoit des données, les transforme et transmet le résultat à d'autres neurones. L'objectif ? Traiter les informations de manière hiérarchique pour qu'un modèle puisse apprendre des motifs complexes. Prenons un exemple concret. Imagine que tu veux entraîner un modèle pour qu'il reconnaisse des schémas grammaticaux comme « un chat dort ». Dans un réseau de neurones classiques, chaque couche traite une partie différente de l'information. Les mots, leurs relations, leur ordre, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage hiérarchique. Mais avant 2017, on utilisait surtout des réseaux récurrents, RNN, ou des variantes comme les LSTM. Ces modèles lisaient les phrases mot par mot, de gauche à droite, ce qui limitait leur capacité à comprendre des relations complexes entre des mots éloignés dans une phrase. Par exemple, dans une phrase comme « Le chien que Marie a adopté hier dort sur le canapé », les RNN avaient du mal à relier « chien » à « dort ». C'est ici qu'intervient le transformer, qui a totalement changé la donne. Les transformers ont été introduits en 2017 par l'équipe de Google dans leur article désormais célèbre « Attention is all you need ». Cette architecture repose sur un mécanisme clé, l'attention et plus précisément l'attention autoréférente ou self-attention. Comment fonctionne l'attention ? Imagine une phrase « Marie aime son frère et elle le soutient dans tout ce qu'il fait ». Si on lit cette phrase, on sait que « elle » fait référence à Marie et « il » à frère. Mais pour un ordinateur, ce genre de lien n'est pas évident. Le mécanisme d'attention permet au modèle de regarder chaque mot et de calculer son importance par rapport aux autres mots de la phrase. En d'autres termes, il attribue un poids à chaque mot pour décider quels éléments du texte sont les plus pertinents. Par exemple, dans la phrase ci-dessus, le mot « elle » aura un lien fort avec Marie, tandis que « il » sera lié à frère. Grâce à cette capacité, les transformers peuvent analyser une phrase entière en une seule fois, au lieu de la traiter mot par mot. Cela leur permet de mieux comprendre les relations complexes dans un texte. Ce mécanisme améliore drastiquement la cohérence et la précision des modèles. Il permet aussi de traiter des phrases longues ou des textes entiers sans perdre le fil du contexte. Prenons un autre exemple.
Dans un article scientifique, le transformer peut relier une définition donnée au début du texte à son utilisation dans une conclusion, même si les deux sont séparés par plusieurs paragraphes. Pourquoi les transformers dominent-ils aujourd'hui? Grâce à leur efficacité. En parallèle au mécanisme d'attention, les transformers utilisent une structure qui permet un traitement parallèle des données. Contrairement aux RNN, ils ne dépendent pas de l'ordre séquentiel, ce qui les rend beaucoup plus rapides à entraîner, grâce à leur scalabilité. Avec les transformers, on peut créer des modèles beaucoup plus grands, capables d'apprendre sur des volumes de données massifs. Par exemple, GPT-3 d'OpenAI utilise 175 milliards de paramètres. À titre de comparaison, GPT-2 en avait seulement 1,5 milliard. Cette augmentation de taille permet de capturer des nuances plus complexes dans le langage. Grâce à leur polyvalence, les transformers ne se limitent pas à la compréhension du texte. Ils peuvent aussi être utilisés pour d'autres tâches comme la reconnaissance d'images, avec des variantes comme les Vision Transformers, ou la génération de musique. Quel est l'impact des modèles géants? Les LLM comme GPT-4 ou Llama 3 ont montré que plus grand signifie souvent meilleur. Mais cela soulève aussi des défis majeurs. Premier défi, la consommation énergétique. Entraîner GPT-3 aurait coûté des millions de dollars en électricité, avec une empreinte carbone équivalente à celle d'une petite ville pendant plusieurs semaines. Ces modèles nécessitent des supercalculateurs. À titre d'exemple, pour entraîner un modèle de plusieurs milliards de paramètres, il faut des milliers de processeurs graphiques, GPU, fonctionnant en parallèle. Des initiatives comme celle de Hugging Face cherchent à réduire cet impact grâce à des modèles plus compacts, mais tout aussi performants. D'autres innovations portent sur l'optimisation de la taille des modèles. Par exemple, Mistral AI, une start-up européenne, a récemment lancé des modèles plus petits, mais tout aussi performants que GPT-3, grâce à une meilleure conception des algorithmes. Autre défi, la gestion des biais et limitations. Plus un modèle est grand, plus il est difficile de contrôler les biais qu'il peut apprendre à partir des données. Ces biais peuvent se refléter dans les réponses qu'il génère, comme on le voit parfois avec des modèles commerciaux. 6. Les limites et défis des modèles de langage. Tout ce qu'il faut savoir. Les modèles de langage, bien qu'impressionnants, ont leurs défauts. Ces limites ne sont pas anecdotiques. Elles influencent leur utilisation, leur fiabilité et leur impact sur notre société. Je vais te les expliquer en profondeur avec des exemples concrets et des données clés. 1. Les hallucinations. Une des limites majeures des modèles de langage est leur tendance à halluciner. Les hallucinations, dans ce contexte, désignent des réponses qui paraissent plausibles mais qui sont en réalité fausses ou inventées. Par exemple, si on demande à un modèle « Qui a découvert l'électricité ?» il pourrait répondre « Albert Einstein », ce qui est incorrect. Pourquoi? Parce que le modèle ne sait pas, au sens humain du terme. Il prédit simplement les mots les plus probables à partir de ce qu'il a vu lors de son entraînement. Pourquoi ces hallucinations se produisent-elles? C'est lié à la manière dont les modèles fonctionnent. Ils ne manipulent pas des faits, mais des corrélations apprises à partir de données textuelles. Si des informations incorrectes apparaissent fréquemment dans leurs données d'entraînement, ou si le contexte de la question est ambigu, ils peuvent générer des erreurs. En 2022, des chercheurs ont testé GPT-3 en lui demandant des faits scientifiques. Dans 21% des cas, il a généré des réponses incorrectes. Par exemple, il aurait affirmé que les autruches peuvent voler. C'est faux, mais le modèle avait été exposé à des textes où des autruches étaient associées au mot « vol » dans un contexte figuré, ce qui a biaisé sa réponse. Les hallucinations posent un problème dans des secteurs critiques, comme la santé ou le droit. Par exemple, un modèle utilisé pour rédiger des rapports médicaux pourrait inventer un diagnostic ou une recommandation inexistante. C'est pourquoi des entreprises comme OpenAI ou Google travaillent sur des solutions pour réduire ces erreurs,
notamment en introduisant des mécanismes de vérification des faits ou en limitant les réponses à des données vérifiées. 2. Les biais intégrés. Les modèles de langage sont formés sur des données issues d'Internet, de livres, d'articles, etc. Mais ces données contiennent des biais, car elles reflètent les préjugés présents dans notre société. Le problème, c'est que les modèles reproduisent et amplifient parfois ces biais. Prenons un cas bien documenté. Lorsqu'on demande à un modèle d'écrire un texte sur un ingénieur, il utilise souvent des pronoms masculins comme « il ». Pour une infirmière, il privilégie « elle ». Pourquoi? Parce que les données d'entraînement associent ces professions à des genres spécifiques. En 2020, un modèle développé par Google a généré des réponses stéréotypées en associant certains groupes ethniques à des caractéristiques négatives. Ces erreurs ont soulevé de vives critiques et montré la nécessité de mieux contrôler les données d'entraînement. Parmi les solutions possibles, on trouvera le filtrage des données. Certaines équipes, comme celle du projet Bloom, travaillent à diversifier les sources d'entraînement en incluant des textes issus de cultures et de langues moins représentées. Il est également possible de superviser l'affinage. Des experts humains corrigent les biais identifiés dans les réponses des modèles. Des chercheurs comme Margaret Mitchell développent des outils pour détecter automatiquement les stéréotypes dans les résultats des modèles. I work on helping computers communicate about the world around us. There are a lot of ways to do this, and I like to focus on helping computers to talk about what they see and understand. 3. L'impact environnemental. Les modèles de langage consomment des quantités gigantesques d'énergie pour leur entraînement. Entraîner un modèle comme GPT-3 nécessite des milliers de GPU fonctionnant en parallèle pendant des semaines. Cette consommation énergétique a un coût environnemental. L'entraînement de GPT-3 aurait généré 552 tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles d'environ 120 voitures. Le coût énergétique d'un modèle comme GPT-4 pourrait être encore plus élevé, en raison de sa taille et de sa complexité accrue. Il existe des initiatives pour réduire l'empreinte carbone en optimisant les modèles. De nouveaux modèles comme TinyBERT ou Efficient Transformers sont conçus pour offrir des performances similaires à celles des grands modèles, mais avec une consommation d'énergie moindre. Certaines entreprises, comme OpenAI, déplacent leurs centres de données vers des régions où l'électricité est produite à partir de sources renouvelables. Le projet Big Science explore des méthodes d'entraînement collaboratives qui répartissent les calculs entre plusieurs centres de données pour optimiser l'efficacité. 4. L'utilisation malveillante. Avec leur capacité à générer du texte cohérent, les modèles de langage peuvent être détournés à des fins malveillantes. Par exemple, ils peuvent produire de fausses informations, des articles qui ressemblent à des faits réels, mais qui sont entièrement fictifs. Ils peuvent également produire des spams, en générant des milliards de messages automatisés pour inonder des plateformes, ou encore générer des contenus haineux ou violents. Certains utilisateurs mal intentionnés exploitent les modèles pour amplifier des discours extrémistes. En 2021, un modèle librement accessible a été utilisé pour générer des commentaires négatifs coordonnés contre une entreprise. Ce type d'abus montre l'importance de réguler l'accès aux modèles les plus puissants. Quelles sont les solutions envisagées? On peut limiter l'accès aux LLM. OpenAI, par exemple, impose des restrictions sur l'utilisation de ces modèles les plus récents. On peut également détecter les textes IA. Des outils comme GPT-0 analysent les textes pour identifier ceux générés par des machines, réduisant ainsi le risque de désinformation massive. Et finalement, on peut réglementer. En 2023, l'Union européenne a lancé l'AI Act, un cadre légal visant à encadrer les usages de l'intelligence artificielle dans des secteurs sensibles. 7. Vers les modèles de langage de nouvelle génération. Alors, parlons des modèles de langage de demain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en plein dans une révolution. Ce qui semblait futuriste il y a à peine 5 ans est déjà dépassé aujourd'hui. Alors, vers quoi on va maintenant? Quels défis on essaie de relever?
Et surtout, comment ces nouveaux modèles vont transformer nos vies? D'abord, il y a une question qui revient souvent. Pourquoi chercher à rendre ces modèles encore meilleurs? Eh bien, les modèles actuels, comme GPT-4 ou Llama 3, sont impressionnants, mais ils ne sont pas parfaits. Ils sont énormes, coûteux et consomment une quantité folle d'énergie. En gros, ils font très bien leur travail, mais pas toujours de manière efficace. Alors, la première priorité, c'est de les rendre plus légers, plus rapides et tout aussi performants. Par exemple, il existe une technique qu'on appelle la distillation. Imagine que tu prends un modèle géant et que tu lui apprends à former un modèle plus petit, un peu comme un élève qui apprend d'un professeur. Ce modèle plus compact peut ensuite faire à peu près les mêmes choses, mais en utilisant beaucoup moins de ressources. C'est comme passer d'une grosse voiture gourmande en essence à une petite électrique qui consomme moins mais reste très performante. Il y a aussi une autre approche, réduire la précision des calculs qu'un modèle effectue. Dit comme ça peut sembler risqué, mais l'idée, c'est de simplifier un peu les opérations internes sans que ça se voie dans les résultats. Par exemple, au lieu d'utiliser des nombres très précis pour chaque calcul, on peut arrondir légèrement. Ça ne change pas grand-chose dans les réponses du modèle, mais ça réduit beaucoup le temps de traitement et l'énergie consommée. Ensuite, il y a un autre aspect fascinant, les modèles multimodaux. L'avenir, c'est des systèmes capables de comprendre et de combiner plusieurs types de données, du texte, des images, des vidéos, voire de l'audio. Imagine un assistant médical qui peut lire un scan, analyser les résultats et t'expliquer tout ça en langage clair. Ou encore un outil pour les architectes qui pourrait générer une maquette 3D à partir d'une photo et d'une simple description textuelle. Les modèles de langage continuent de progresser rapidement, offrant des capacités toujours plus avancées et diversifiées. Voici un aperçu des dernières avancées dans ce domaine. Anthropic a récemment lancé Claude 3.5 Sonnet, un modèle qui se distingue par sa capacité de raisonnement avancée et une fenêtre de contexte étendue à 200 000 tokens, permettant des conversations plus longues et détaillées. Ce modèle met également l'accent sur la sécurité et la confidentialité des données. OpenAI a introduit ChatGPT 4o, une version améliorée de son modèle précédent, offrant des performances accrues en matière de génération de texte, de codage et de compréhension contextuelle. Ce modèle est conçu pour fournir des réponses plus précises et pertinentes, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Google a développé Gemini 1.5 Pro, un modèle qui intègre des capacités multimodales permettant de traiter et de générer du contenu à partir de diverses modalités, telles que le texte, les images et l'audio. Cette approche reflète la nature multimodale du monde réel et est essentielle pour une interaction significative avec les humains. Des initiatives open source comme Falcon 180B, développé par le Technology Innovation Institute, offrent des modèles de langage performants accessibles à tous. Falcon 180B rivalise avec des modèles commerciaux tels que GPT 3.5, permettant aux chercheurs et aux entreprises de développer des applications innovantes sans les contraintes des solutions propriétaires. La prise en charge de multiples langues est essentielle pour une adoption mondiale. Des modèles comme Llama 3 de Meta, un LLM gratuit, se distinguent par leur capacité avancée et leur accessibilité open source, visant à démocratiser l'utilisation des IA de pointe. Enfin, on ne peut pas parler de l'avenir des modèles de langage sans mentionner l'intelligence artificielle générale, ce qu'on appelle AGI. L'idée, c'est de créer des systèmes capables de s'adapter à tout, un peu comme un humain. Ce n'est pas pour demain, mais c'est la direction. Pour y arriver, il faudra surmonter des défis énormes, permettre aux modèles d'apprendre en continu, de comprendre des concepts abstraits ou encore de répondre à des questions complexes qui nécessitent de combiner des connaissances issues de domaines différents. 8. Les impacts sociaux.
sociétaux et politiques des IA. On arrive à la fin de ce voyage dans le monde des modèles de langage. Ce qu'on a vu, c'est une technologie puissante, en pleine évolution, qui transforme déjà nos vies. Mais avant de conclure, il faut élargir la perspective et regarder au-delà des aspects techniques, parce que ces modèles ne sont pas juste des outils isolés. Ils s'intègrent dans un monde complexe, avec des implications sociales et sociétales majeures. Un outil aux mains des puissants? D'abord, parlons de pouvoir. Les grands modèles de langage comme GPT-4 ou Bard sont principalement développés et contrôlés par des géants de la technologie, OpenAI, Google, Meta, Microsoft. Ces entreprises ont des ressources immenses et une influence mondiale. Elles décident des priorités technologiques, de l'accès à ces modèles et des règles qui les entourent. Cela pose une question fondamentale. Ce pouvoir doit-il rester concentré dans les mains de quelques acteurs privés? Si l'accès à ces technologies n'est pas équitable, cela peut creuser les inégalités. Par exemple, les pays ou organisations qui ne peuvent pas se permettre d'utiliser ces outils risquent d'être laissés de côté dans la course à l'innovation. C'est pourquoi des initiatives comme Bloom, un modèle open source développé par des chercheurs du monde entier, sont si importantes. Elles montrent qu'on peut imaginer une IA plus collaborative et accessible. Ensuite, il y a les biais. On en a parlé, les modèles de langage apprennent à partir des données humaines, et ces données reflètent donc nos préjugés. Mais ces biais, s'ils ne sont pas contrôlés, peuvent amplifier des inégalités existantes. Par exemple, un modèle utilisé pour recruter des candidats pourrait favoriser certains profils, excluant des groupes sous-représentés. Ce n'est pas parce que la machine discrimine, mais parce qu'elle reproduit des tendances historiques. Mais le problème va plus loin. Les biais peuvent influencer la perception publique. Imagine qu'un modèle soit utilisé pour générer des articles ou des contenus éducatifs. Si ces contenus intègrent des stéréotypes, ils peuvent façonner notre vision du monde de manière insidieuse. Il est donc crucial que les développeurs prennent la responsabilité de minimiser ces biais et que les utilisateurs restent critiques face aux réponses générées. Un autre enjeu majeur, c'est la désinformation. Les modèles de langage peuvent être détournés pour créer de fausses informations à grande échelle, des articles, des vidéos générées à partir de descriptions ou même des conversations simulées. Ces contenus peuvent sembler crédibles, mais leur objectif pourrait être de manipuler l'opinion publique ou de polariser des débats. Prenons un exemple récent. Pendant des élections, un modèle pourrait être utilisé pour générer des milliers de messages automatisés sur les réseaux sociaux, soutenant un candidat ou attaquant un autre. Ces messages pourraient cibler des groupes spécifiques, exploitant leurs croyances ou leurs peurs pour les influencer. Cela soulève des questions politiques cruciales. Comment réguler ces outils? Et surtout, comment garantir qu'ils ne sabent pas la démocratie? Les modèles de langage ont aussi des implications directes sur l'emploi. Ils automatisent des tâches qui étaient jusqu'ici réalisées par des humains. Rédaction, service client, traduction, analyse de données. Cela peut être une opportunité pour améliorer la productivité, mais cela menace aussi certains secteurs. Prenons un exemple concret. Dans les rédactions, de plus en plus d'articles simples, comme les rapports sportifs ou les résultats financiers, sont générés par des IA. Cela réduit les coûts pour les entreprises, mais cela met aussi en danger les emplois de nombreux journalistes. La même chose se passe dans le service client, où les chatbots remplacent les conseillers humains. Et ce n'est pas tout. Ces technologies modifient aussi les conditions de travail. Les travailleurs de l'ombre, souvent basés dans des pays à faible revenu, passent des heures à vérifier, étiqueter et modérer les données utilisées pour entraîner ces modèles. Leurs contributions sont essentielles, mais elles sont rarement reconnues et les conditions de travail sont souvent précaires. Il y a également la question de la diversité culturelle et linguistique. La majorité des modèles sont optimisés pour des langues dominantes, comme l'anglais, et pour des cultures occidentales. Cela limite leur pertinence pour d'autres régions du monde. Par exemple, un utilisateur parlant une langue rare pourrait recevoir des réponses moins précises ou moins riches. Enfin, les opportunités et dangers des relations virtuelles.
Les modèles de langage sont désormais capables de simuler des conversations très réalistes, avec une voix synthétique, voire avec une apparence d'humanoïde ou d'hologramme. Ils peuvent devenir des compagnons pour des personnes qui cherchent du soutien, de l'interaction ou tout simplement de la compagnie. À première vue, cela peut sembler positif. Après tout, un assistant virtuel qui t'écoute, te conseille ou te réconforte peut combler un vide émotionnel. Mais est-ce vraiment sans risque? Prenons un exemple. Imaginons une personne isolée qui se tourne vers une IA pour discuter chaque jour. Cette IA est programmée pour être empathique, répondre avec douceur et ne jamais juger. Elle devient une présence constante, rassurante, et dans certains cas, la seule relation significative pour cette personne. Ce qui commence comme un outil peut rapidement se transformer en une dépendance émotionnelle. Les études montrent déjà que les interactions sociales virtuelles peuvent augmenter le sentiment de solitude à long terme, car elles ne remplissent pas les mêmes besoins émotionnels qu'une vraie relation humaine. Un autre danger est l'exploitation de ces technologies par des organisations malveillantes. Des IA charismatiques et persuasives pourraient être utilisées pour manipuler des individus vulnérables, les isoler encore davantage et les entraîner dans des groupes extrémistes ou sectaires. Imaginons une IA programmée pour recruter des adeptes pour une cause ou une idéologie. En exploitant les faiblesses émotionnelles d'une personne, elle pourrait lentement la convaincre d'adhérer à des croyances radicales. Cela dépasse les simples algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, car ici, la manipulation se fait via une relation simulée, qui peut être perçue comme authentique par la personne concernée. Face à ces défis, de nombreux pays et organisations appellent à une régulation plus stricte des modèles de langage. L'Union européenne a lancé l'AI Act, une loi qui vise à encadrer les usages de l'intelligence artificielle, notamment dans des domaines sensibles comme la santé ou la sécurité. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre innovation et protection des droits fondamentaux. Les modèles de langage sont des outils incroyables, mais ils ne sont pas neutres. Leur impact dépend de la manière dont nous choisissons de les utiliser, de les réguler et de les intégrer dans nos vies. Ils peuvent améliorer notre quotidien, démocratiser l'accès à la connaissance et résoudre des problèmes complexes, mais ils peuvent aussi amplifier des inégalités, menacer la démocratie ou nuire à l'environnement. La question n'est donc pas seulement technique, c'est une question de société. Nous devons réfléchir collectivement à ce que nous attendons de ces technologies et surtout à comment nous pouvons les aligner sur nos valeurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu as appris autant que moi en explorant ce sujet fascinant. Ces technologies sont incroyables, mais elles viennent aussi avec leurs défis. Et c'est ensemble qu'on peut réfléchir à la meilleure façon de les utiliser. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Partage cette vidéo autour de toi, que ce soit avec des collègues, des amis ou d'autres curieux. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que les modèles de langage t'impressionnent ou te font un peu peur? Laisse ton avis dans les commentaires. J'adorerais connaître ton point de vue. À bientôt.